Bonjour à tous. Donc, J'ai reconnu, c'est moi. on est nombreux pour un seul sujet. Hein. Allô. Mais en même temps, on n'est pas tout à fait frais parce que chez moi, on n'a pas dormi. Donc, voilà. Les discussions de nuit. Donc, on va faire un petit tour de ce qu'on a appelé les histoires du FMV. Alors, bon. Je sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit, puisqu'on m'a posé la question en bas quand j'ai fait l'annonce. Donc voilà, le sommaire, hein, vite fait. Origine, sur arcade, sur console, sur PC. Pas prise de tête. Hein. Donc les origines. Qu'est-ce que le FMV? Est-ce fanatique Marvel en véno? Je dis oui. Femme murvelue? Ok. Football de merde, vraiment? Ou alors, full moche, un vidéo? Ils étaient fatigués. Il faut les excuser. Hein. Alors, Doug, je pense que tu peux parler un peu du Laserdisc. Ouais, qui est appelé à la base Laservision, au tout début. Voilà, un standard qui, sur un gros disque, ressemble à un vinyle, mais en plus épais, permet de mettre un film en moyenne une demi-heure par face, si je me rappelle bien. C'est ça, et des fois tu devais, genre pour un film comme La Station Hero, comme il dure 1h45, tu retournes la dernière phase pour 15 minutes. Et des fois, juste pour 5 minutes, tu dois retourner la dernière phase. En plus, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a énormément de recherches dans plein de boîtes, et notamment au Japon pour les karaokés, sur un système plus pratique qu'une VHS, qu'une bande, et ça revient un peu à ce que je disais dans ma conf, c'est qu'un système qui permet d'avoir des chapitres et d'aller à l'endroit où on veut sur un média, c'est plus pratique. Donc il y a eu le VHD, hein, tu dois connaître, le Laserdisc, enfin, il y a plein de recherches à cette époque-là sur comment contenir de la vidéo avec un accès plus rapide. Et il y en avait du FMV sur VHS d'ailleurs, avec l'Action Max, c'était où il y avait un film qui se passait, un film d'avion, et puis il y avait une sorte de vieux sprite et tu appuyais et puis ça faisait des trucs quoi. Mais du coup ça lisait la VHS, en fait tu pouvais pas. Oui. Avec des temps de chargement, j'imagine. Non, c'est-à-dire en fait tu mets juste la VHS dans le machin et puis ça tourne, tu sais, et puis du coup t'as ton personnage qui est sur qui est en sorte dessus quoi. Ouais. C'était pas bien. Voilà. Donc effectivement ce qui est mieux sur ce genre de support, c'est qu'en fait ça se dégrade beaucoup moins rapidement qu'un support magnétique. Pour moi, c'est le principal avantage. Après, le désavantage, c'est ce qu'on a vu, c'est seulement 30 minutes par face, obligé d'avoir un lecteur très cher avec l'auto-reverse qui est très lent, ça te coupe en plein film. C'est assez... Mais bon, après, c'est vrai que les jeux n'ont pas eu ce problème sur Laserdisc. Puisque si on veut parler du Laserdisc, c'est parce qu'il y a eu des jeux qui ont utilisé ce support. Après, le problème du Laserdisc, c'était surtout que l'utilisation était fréquente du changement de chapitre et du coup, les machines se pétaient très rapidement, quoi. C'est pour ça que certains jeux, Dragon Slayer, on va peut-être parler tout à l'heure, mais c'était deux pièces de 25 centimes, que 25 cents. Ouais. On va en parler, ouais. Donc voilà, bon, je sais pas si certains d'entre vous se rappellent tous du Laserdisc. Ça s'est arrêté en 2000 quand même, donc il y a eu quand même de la prod pendant bien... Et au Japon, ça a beaucoup marché. Ouais, après, bon, l'avantage aussi, c'est que même si c'était analogique, on pouvait recréer des signaux numériques, notamment pour le son. Pour le son. Et aux États-Unis, ils avaient même la possibilité de faire du 5.1 avant le DVD. Donc c'était vraiment en avance, mais bon, le format était trop encombrant, enfin, et très onéreux. Voilà. Et on ne pouvait pas enregistrer, comme tu le dis sur le site. Alors le FMV, en fait, ça démarre en 83 dans le jeu vidéo. Et le contexte aux États-Unis, c'est le crash, avec trop de clones, de jeux, de production pas du tout finalisées correctement, des attentes, notamment deux titres principaux qui étaient Pac-Man et E.T. Mais alors, ce que je voudrais rajouter, ce qui est quand même très important, c'est qu'aujourd'hui, les fans de jeux vidéo, ils ont, depuis un bon moment, puisque ça arrive vraiment aux États-Unis plutôt vers 86-87, on a de la critique de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on a de la presse, on peut aller se renseigner sur un jeu vidéo, est-ce qu'il est bien ou pas. C'est très facile aujourd'hui d'accès. À l'époque, il n'y a pas de critique du jeu vidéo. Donc les gens, quand ils vont en magasin, ils vont d'habitude acheter les jeux les moins chers.
les fameux clones dont tu parles. Et donc, ils vont se baser sur le prix, ils vont prendre les jeux les plus mauvais. Si tu l'achètes que des mauvais jeux. Pas que, sur la couverture aussi. Oui, oui. Et sur Mais sur le prix, ça marchait beaucoup. Une nouveauté Atari, c'était 25 ou 29 $. Un clone qui marchait pas d'un jeu, c'était 11 $. T'avais même il y avait même des marques de cornflakes qui offraient un jeu Atari avec la boîte de cornflakes. Ça c'est vu, donc j'imagine même une boîte le budget derrière. de croquettes pour chiens aussi, qui est un des jeux les plus, qui est un des jeux les plus rares de l'Atari justement, qui est très mauvais. Mais, Donc voilà. Donc ça c'est le contexte en fait. Mais en fait, le crash du jeu vidéo, il atteint pas vraiment les arcades parce que les salles d'arcade, il y a encore ce gap entre les consoles et l'arcade. Elle résiste. Il y a beaucoup de dégâts, mais elle résiste. Mais moi, ce que je voudrais rajouter, je pense que tu es complètement d'accord avec moi, c'est que l'industrie du cinéma, Hollywood, les gros conglomérats de médias américains, en fait, ils voient le jeu vidéo comme quelque chose en fait qu'ils voudraient intégrer. Ils voudraient pas en fait laisser le jeu vidéo devenir indépendant et faire son propre chemin. Et beaucoup de gens d'Hollywood croient que en fait l'avenir du jeu vidéo ça sera en rapport très étroit avec Hollywood. Donc cette intimité en fait eux ils ne comprennent pas ce que c'est un jeu vidéo, le calcul, ce qu'il y a derrière. Ils prennent ça un peu comme un dessin animé et ils se disent donc une fois que les jeux vidéo auront une qualité graphique assez élevée, on pourra faire un film dans 2 versions, le film interactif et le film normal. Et c'est pour ça qu'ils poussent ce côté-là avec le Laserdisc et le FMV. C'est ce qui s'est passé avec. Après, je sais pas si, mais c'est ce qui s'est passé avec Dragon Slayer justement, où en fait Don Bluth était en train de. Il avait fait financer, c'était le secret de Nîmes. Et ça avait pas bien marché, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le film s'est planté et du coup ils étaient en galère. Et il y a un type qui est venu les voir en disant ça vous dirait de faire du jeu vidéo en dessin animé, ça peut être cool, ça ferait du film. Et du coup il s'est dit ça serait le nouvel Eldorado et de faire dans ce genre de choses. Et du coup il s'est lancé dans le dessin animé. Et il disait à une époque, il dit on va en faire 5 jeux comme ça par an parce que c'est le nouveau truc qui va se passer quoi. Et le problème c'est que et puis en plus on parlait justement du fait que quand il y a plusieurs jeux, c'était que des clones ou quoi que ce soit, et pour que le jeu marque vraiment en arcade, il fallait que ça se distingue de tout le monde. Et quand tu vois un dessin animé en direct et tu te dis je peux jouer avec, forcément tout de suite ça a attiré l'œil. Et la file d'attente, même si la durée de vie était, même si tu perdais au bout de 2 secondes, la file d'attente était immense quoi dans ce genre de truc quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais on va le voir justement avec l'arcade. Donc, mais en tout cas, moi je me rappellerai toute ma vie de Dragon Slayer. J'avais dans le bar au bout de ma rue, le jour où Dragon Slayer il est arrivé, ce qui était à côté de mon école, je checkais tous les jours déjà le monomaniaque du jeu, je connaissais tous les bars de mon quartier, et je regarde Dragon Slayer, et là je suis en pause devant le jeu. Je me dis mais comment c'est possible ? Comment le gap graphique en fait est arrivé ? Et je comprenais pas, je regardais le jeu et tout. Et c'est resté plusieurs années quelque part dans le coin de ma tête, puisque je me rappelle qu'au premier Super Game Show, il y avait un Allemand qui était venu avec son Commodore 64, qui avait récupéré un laserdisc de Dragon Slayer et qui commandait le lecteur de laserdisc via le Commodore 64 pour l'afficher. Et ce type-là, je lui ai tenu la jambe pour qu'il m'explique comment ça marche un jeu sur laserdisc. C'est un truc qui me fascinait, quoi. À l'époque. À produire, à produire, c'était plus cher que ce qui se faisait à l'époque. Ils faisaient appel aussi à des grosses productions qui avaient fait leur preuve dans l'animation. C'était cher, c'était vraiment cher. Et généralement, quand on arrivait devant, moi je me souviens, je devais avoir 8-9 ans. La première fois que j'ai vu Dragon Slayer, je devais même pas avoir 8 ans. Tu mets 10 balles dedans, tu commences à jouer, et 5 minutes après, mais chrono, tes 10 balles, tu leur as dit au revoir. Et tu sais même pas pourquoi, ni comment, ni ce que tu devais faire. T'as aucune indication. C'est voilà. Mais tu les refoutais tes 10 balles après derrière, parce que c'était tellement beau, c'était le son, tout. Même la borne en elle-même, qui est un objet d'attraction dans sa décoration et tout ça, était vraiment sortie du lot.
Bah, Vraiment sortait du lot. Aux USA, ils mettaient carrément un tapis rouge avec des petites, des petits. La classe. Ouais, pour justement Vraiment la classe. pour le truc. Mais quand on parlait justement que le jeu était cher, ils voulaient faire un jeu vidéo sur Indiana Jones 2, Temple maudit en FMV. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait retourner les scènes en plus éclairées pour le jeu vidéo. Et en fait, ça coûtait des millions juste à tourner les scènes pour le FMV, quoi. D'accord. Et du coup, on a eu ce qu'on peut appeler l'ancêtre du QTE. Ah bah c'est un QTE, ouais. Ouais. Sauf qu'il portait pas le terme, Voilà, enfin le à ce nom à moment-là, ça l'époque. existait pas. Ouais. Mais ce qui était très difficile en plus dans Dragon Slayer, c'est que en fait il y a un côté aléatoire où ils inversent la scène à des moments. Donc toi tu t'es préparé psychologiquement, tu te dis droite, gauche, bas, et puis non, paf, il te fout tout à l'envers et tu perds comme une merde. Ah, c'est ça. Moi j'ai trouvé ça horrible. Oui, quoi. c'est ça, parce qu'en plus, dès que tu perds dans Dragon Slayer, c'est des niveaux aléatoires après. Et donc tu te dis, je vais me refaire ma séquence, en fait, pas du tout. En fait non. C'est une autre séquence, et oui, puis des fois, il t'inversait juste le truc Ouais. pour que tu perdes C'est derrière. Ouais, ou même il te faisait un effet lumineux sur la gauche, toi Oui. comme un con. Et en Tu fait, dis, c'est un- c'est à gauche. Et ben, en fait, Et c'est un non, piège. Non, c'est à c'était droite. un bouton ou en Ouais, haut. oui, c'est parce que le piège il apparaît sur la gauche et toi il faut que tu ailles vers la droite alors que C'est toi ça. tu pensais que t'es... ouais. Et dès que tu vois un effet lumineux, des fois t'appuies, en fait non, genre c'est un piège et il fallait surtout pas aller là. Donc, Donc voilà, beaucoup de fortunes se sont effondrées à cause de ça. Hein. Enfin, celle des parents Mais bon, en tout cas. après c'est peut-être... est-ce qu'on parle des défauts du FMV ou pas FMV, Le FMV est un défaut en lui-même. Full en fait. motion vidéo. non. J'adore le FMV. Mais et en fait, il y avait eu des essais avant de Sega justement du FMV en 82. Il y avait un jeu de course de chevaux où il y avait 60 courses de chevaux qui étaient aléatoires et les gens pariaient dessus. Et un autre jeu qui s'appelait Astron Belt qui était tiré Ouais. d'un film japonais. Et pareil, c'était juste des images du film qui passaient avec un petit vaisseau. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Et Dragon Slayer a vraiment marché parce qu'il y avait Ouais. cette Oui, capacité de production moi, derrière. Moi-même, j'ai un MSX qui se branche sur un lecteur de laserdisc, Ouais. qui est sorti, je crois, en 84, et avec un jeu japonais qui s'appelle Starfighter, avec un S, non pas comme le film, et qui avec des décors précalculés en 3D flat et tout. Et on sent qu'à cette époque-là, ils ont le jeu vidéo a envie d'intégrer de laserdisc dans sa technologie. C'est Mais ils n'avaient pas le talent de Don Bluth derrière pour Après, attirer les gens, quoi. j'ai ma petite théorie, ça vaut ce que ça Ouais. vaut. Hein. Mais je pense que si on y retournait, c'était aussi parce que, voilà, d'accord. il y avait ce qu'on voyait pas non plus sur les autres jeux vidéo. Parce que qui dit graphisme, je rappelle que c'était une époque où Internet, ça n'existait pas, quoi. Hein. Donc les stimuli pour les jeunes adolescents que nous étions en herbe étaient en dehors des Trois Suisses très 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 rares. Donc voilà, donc je pense qu'aussi c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien que ça a été dessiné comme ça. Hein. C'est vrai que le dernier passage de Dragon Slayer dans le trésor du dragon, t'as toujours Daphné, toujours 2-3 passages où elle est légèrement vêtue et toujours 2-3 Avec du plans side- sur elle, quoi. avec du side boobs. Ouais, tout le temps. Ouais, Et il y a du coup, et il y a Time Gal aussi. Oui, Time qui est Gal aussi, sympa. ouais, oui, c'est ce qui est très Mais rigolo. bon, moi je me rappelle pas de cet aspect-là. Bon. Bah, Menteur. c'était Menteur. C'était beaucoup trop loin pour y Je- arriver. De toute je- façon, on n'y arrivait pas. Je me rappelle plus de Barbarian sur Amstrad avec Ah oui, son mais énorme poster. Avec une actrice porno en plus qui était sur Oui, l'affiche, peut-être, ouais, je crois. Ouais, pour vendre. Voilà, Je sais pas. c'était la petite aparté, fine et douce. Donc sur console en fait. Ouais, vas-y, je t'en prie. Hein. Ouais, parce que je tiens à le dire, Dragon Slayer, Je tiens à ce que tu le dises Space aussi. Ace et tout ça, ça a été adapté sur des machines 16 bits comme le ST et l'Amiga. Sauf que comme il n'y avait pas de laserdisc, il n'y avait pas de CD-ROM, il n'y avait pas de la possibilité de lire des vidéos, en fait, c'était des séquences sur disquette et le jeu il faisait 8 disquettes. Voilà, c'est des séquences animées sur 8 disquette. disquettes de combien? Ah oui, de parce que ça- à peu près entre 700 et 800 K, kilo-octets. Voilà. Donc voilà. Ben- Après, pour les filles légèrement vêtues, c'est pas tout à fait un aparté parce que c'est ça qui réapparaîtra ensuite dans les années 90 dans le FMV pour faire vendre après. Ouais, derrière. tout à C'est fait vrai, d'accord. c'est vrai. Ouais, c'est Et vrai. moi, je trouve que c'est plus vrai dans les années 90. Oui, oui, oui. Mais bon, Parce que c'est plus accessible aussi. oui, bien sûr. Et puis on tu les peux voit fermer tout de la suite. porte de la chambre. Ah d'accord, Donc, ok. Ok. donc sur console, à ton avis, pour moi c'est le CD-ROM en fait qui remplace du coup le CD-ROM, la technologie CD on va dire, qui remplace le laserdisc. Parce que j'imagine la taille d'un méga CD par exemple si c'était en laserdisc. Bah, le premier format de CD-ROM, c'est 540 mégas. Hein. Donc ça en fait de la place pour l'époque. Voilà. Hein.
Comparé aux cartouches, combien sur une NEC par exemple sur une Les cartouches Yocard NEC, ils font 256K, les premières de 512K. Donc tu vois le rapport? Ah, il y a un gap. Ouais. Donc voilà, donc en fait l'arrivée du CD-ROM ça va complètement permettre aux productions qui existaient déjà sur arcade de se porter sur console. Et il y a vraiment pour moi 4 consoles emblématiques et même certaines qui ont quasiment fonctionné que sur ce principe, sur le FMV. Donc le Mega CD, la NEC, même si elle, on a eu une discussion hier, est-ce qu'il y avait vraiment un FMV sur la NEC? Il y avait des cinématiques. Il y a des cinématiques, le jeu mais alors, Ranma, non, mais c'est intéressant de parler de la NEC parce que la plupart des cinématiques, comme à cette époque-là, les développeurs NEC, en fait, ils s'intéressent au marché de l'animation qui est très dynamique au Japon et ils veulent faire des dessins animés, sauf qu'il n'y a pas de méthode pour décompresser de la vidéo sur NEC. Donc en fait, ils font des vidéos en fait avec des sprites et des décors comme si on faisait un jeu vidéo donc en temps réel, mais à la fin de la PC Engine, Hudson Soft qui sont des gros tarés, ils se disent on va faire comme sur Mega CD et ils créent des algorithmes de compression vidéo et on a des jeux avec des vraies séquences vidéo qui arrivent, notamment Gulliver Boy. On a aussi les Yuna où tu as des cinématiques, Galaxy Frontline, des cinématiques. Mais le Sherlock aussi est très sympa. Il y a pas mal de. Aussi, je me souviens des cinématiques. Mais Lunar. J.B. Harold aussi, la série d'enquête à Chicago avec un. Comment on appelle ça, un inspecteur typique de l'époque avec son chapeau, son impair et tout. Mais on n'a pas de gameplay à QTE à la Dragon Slayer, à la Space Ace où on contrôle les embranchements de vidéos pour progresser dans le jeu avec une commande unique. Voilà. Ouais. Et les deux autres étant la Panasonic 3DO et la Philips CDI qui nous a donné les 3 meilleurs Zelda de tous les temps. Yep. Tiens, passe au slide d'après. Donc voilà. Et alors, hier soir, on était en pleine discussion. Moi, je me souviens d'avoir rajouté la Laser Active, qui est en fait un lecteur de laserdisc qui est compatible à la fois PC Engine et Mega CD, et où il y a des jeux exclusivement développés pour, et certains sont vraiment typique du FMV. C'est le truc de Bandai, non? Il y a le truc de la console de Bandai. Il y a la aussi. Playdia aussi. Il y a Ouais, la Playdia où c'est que des jeux avec des séquences dessin animé, animées de ouais. dessins animés. Mais le Laser Active, moi je pense dans le document j'ai mis des titres de jeux par la suite. Il y a des jeux qui sont vraiment assez marrants quand même. Il y a un jeu qui s'appelle Virtual Cameraman. On joue un photographe qui doit rencontrer des modèles dans les rues d'une ville japonaise, ça doit être Tokyo, et puis après les prendre en photo, et tout est en FMV sur le Laserdisc. C'est un autre type de gameplay, ça. On a aussi une profusion de cinématiques qui apparaissent avec cette technologie. Parce que les cinématiques jusque-là c'était plus j'ai envie de dire entre chaque niveau de Pac-Man ou de Miss Pac-Man, tu vois ce que je veux dire, mais en fait les cinématiques dans Pac-Man c'est comme les jeux sur PC Engine, c'est des sprites en fait, c'est pas des vidéos. Et en fait qu'est-ce qui permet l'apparition vraiment des vidéos? C'est non pas seulement en fait la possibilité de stockage, parce qu'on se dit à l'époque tout simplement oui, pour mettre des vidéos il faut beaucoup de stockage, mais on est un peu bête parce qu'on se dit le problème, c'est qu'une vidéo non compressée, t'en mets très peu. Donc on va la compresser. Mais s'il faut la compresser, il faut la décompresser. S'il faut la décompresser, il faut beaucoup de puissance au niveau calcul. Ah ouais, mais non, on n'a pas assez de puissance pour un niveau calcul. C'est pour ça que par exemple le Philips CDI, quand on achète une machine de base, elle peut pas décompresser la vidéo. Il faut acheter un module FMV en plus qui vont intégrer par la suite. Et c'est pour ça qu'en fait le double progrès technologique, mémoire de stockage plus CPU de calcul pour décompresser permet vraiment l'arrivée dans 95-96 comme tu disais de beaucoup de jeux utilisant cette technique de FMV. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs on a même parlé de la Dreamcast et ça avait expliqué que pour lire de la vidéo il faut la décompresser. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc moi, à ce moment-là, ça reste pour moi un gadget plus ou moins. C'est pas encore avéré et je pense que c'est plus avec. Ça c'est le titre emblématique pour moi.
Très de connu, l'époque très console, de médiatisé. l'époque console. Très médiatisé, Night Trap. Ouais. Très médiatisé, Ah. et puis qui est sorti sur pas mal de supports. Avec la petite cerise sur le gâteau, d'Anna Plateau quand même. Ouais. Voilà, qui était la sœur, la fille de Monsieur Drummond dans. Oui. Ouais. Qui est, Arnold et Mais, Willy. mais d'ailleurs, Arnold et Willy. d'ailleurs, ce qui est important de parler de Night Trap, c'est que tu peux peut-être en parler. Ouais, C'est c'est un d'où jeu de vient Night Trap. C'est un jeu de 84 en fait à la base vraiment parce que c'était un programmeur qui bossait avec Nolan Bushnell parce que Bushnell voulait sortir une console justement qui lisait sur Laserdisc et il avait bossé dessus et en fait il avait fait deux jeux, il avait fait celui-là et Oui. le requin d'égout, Ouais, Seaworld, le requin- Seaworld Shark. Et en fait, à la base, c'était Sony qui voulait récupérer le truc pour bosser sur le CD de la Super Nintendo. Et qui avait commencé à récupérer les deux vidéos. Mais c'était deux films tournés en 84, donc, et c'est ensuite, dans les années, lui, il a gardé les droits. Et dans les années 90, quand Sega a fait son méga CD, il a dit je vais arriver avec ces jeux-là, et du coup, il n'y avait même pas Tout à besoin fait. de faire grand-chose Et, derrière. Quoi. et ces jeux-là avaient failli même sortir avant Sony. C'est qu'à un moment, Hasbro a un projet de console. Oui, c'est ça, et ça a pas, ils l'ont jamais fait. Nemo, qui s'appelait Nemo et qui tournait sur des VHS avec de la reconnaissance vocale et tout. Et c'était complètement dingue de faire un truc comme ça sur VHS. Et finalement, c'est jamais sorti. C'est ce qui a donné Ouais. l'Action Max Oui, juste après derrière, et tout qui à fait. a pareil qu'il y a 3 jeux dessus, et puis c'est marre quoi. Mais moi, à l'époque, avec un peu mon regard un peu plus de développeur, je regardais les jeux en FMV et je me disais, c'est génial, c'est un peu tape à l'œil, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui est contrôlable par le programmeur. Et moi, ça me gênait beaucoup. Moi, c'était mon sentiment personnel. Ouais, c'était plus à la production que ça se décidait. Et une fois que c'était plié, c'était plié. Bah oui, quoi. ouais, tout à fait. Mais justement, par rapport au gameplay là sur Night Trap, il y a quand même. C'est assez intéressant parce que tu as une espèce d'illusion du choix. Les séquences vidéo, des fois, tu vas dessus, elles sont pas presque inutiles, quoi. Il se passe rien. Et tu vas switcher entre une caméra et une autre. Et à un moment donné, tu vas avoir l'occasion d'interagir. Et ça va vraiment te donner l'impression d'être actif sur le jeu. Ouais, après le gros problème de Night Trap, c'est que c'est un jeu qu'il faut connaître par cœur parce que c'est un système. Enfin, je sais pas si vous connaissez tout le principe de Night Trap, mais en fait, il y a des flics qui nous engagent pour surveiller une baraque et ils se sont switchés sur le système de sécurité au lieu d'aller directement arrêter les mecs parce qu'ils savent déjà qu'il y a eu des meufs qui se sont fait zigouiller, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'à la vidéo, quand tu vois les mecs qui arrivent, tu te dis c'est bon, ils vont débarquer les flics, mais non, c'est à nous de faire le boulot. Et en fait, ils changent plusieurs fois le code, donc par un système de couleurs, et donc il faut être au bon moment précis, au moment à la caméra où il dit le système de couleurs pour que tu saches qu'il faut vite changer le code. Sinon, tu rates ça. Donc il faut vraiment être au taquet tu switches entre 6-8 caméras, je crois, Ouais. et il faut être au taquet et savoir à quelle seconde il faut arriver dans cette salle-là pour empêcher un meurtre ou ce genre de choses. Et c'est vraiment le gros problème de ce jeu, quoi. Les ennemis dans ce jeu, c'est des. C'est une sorte de vampire bizarre avec C'est un ça, ouais. crochet qui. Ouais, avec. Mais je veux dire, tu les vois sur l'image, donc les flics qui débarquent et puis c'est marre. Enfin, je vois pas pourquoi. Le scénario est très recherché en C'est fait. débile. Ah, et l'acting, le jeu des acteurs, Ils font de franchement, l'air guitare en nuisette à un moment. génial. Donc voilà, à essayer, franchement, on vous le conseille. Mais le jeu est amusant à jouer vraiment en fait. Parce qu'on dit que c'est pas un bon jeu, mais le jeu est très drôle à jouer finalement. C'est un nanar. Oui, c'est un nanar, mais le système de c'est jeu est un bon intéressant. nanar. Quoi. Oui. Moi j'aime beaucoup, mais. Ouais. Alors, Doug nous a Voilà, rajouté ça c'est quelques titres les jeux qui étaient assez importants dans les à rajouter. intervenir Voilà. dessus. Ah bah on en a un peu parlé, c'est sur le laser active, le Virtual Cameraman qui sort sur 3DO, qui est aussi une console qui a utilisé beaucoup le FMV. Triad Stone qui est vraiment pompé sur Dragon Slayer, sauf que c'est du dessin animé japonais cette fois-ci, mais c'est vraiment le même principe. Voilà, et Blue Chicago Blues, c'est un nouveau JB Harold avec du FMV sur le Laserdisc. C'est un jeu de tir, c'est celui-là hein, Ah, c'est, non, c'est un d'accord, jeu parce que- d'enquête. C'est un jeu d'enquête. Sur et, 3DO, oui, c'est sur Laser Active. Parce que sur 3DO, il y en avait un jeu de tir comme ça. C'est pas les Talent Enforcer, Et- mais un autre truc. et sinon, il y a le X-File sur PlayStation. Hein, qui, C'est celui qu'on considère comme le dernier finalement. de la ouais, grande le vague. dernier de cette époque-là. Ouais. Ouais. Qui, moi, je l'ai pas joué, mais toi, tu y as joué Non. Ok. Non. Mais moi, j'avais vu quelqu'un y jouer et puis je regardais. Bon, moi, tous les jeux comme ça me laissaient un peu dubitatif. Quoi. Bah, X-Files a eu de la chance de sortir pile au moment. Enfin, c'était à la fin du point and click. Sauf que le fait que tu jouais sur la série avec. Tu enquêtais sur la disparition de Mulder et Scully. Du coup, et le fait que ce soit en FMV, donc tu disais on va peut-être voir les acteurs à un moment. Donc, grâce à ça, ça a justement
bah ça a intéressé un peu les gens, mais sinon non, le genre se cassait la gueule quoi. Et on considère que c'est le dernier parce que c'est après il y en a quasiment plus parce que il y a la 3D qui est arrivée. Enfin après vous allez peut-être en parler, mais voilà. Ok, donc hop. PC, donc là c'est du gros matos. Hein. D'ailleurs voilà, il est motivé. Alors, en fait, sur PC, en fait, ça va se jouer un petit peu en même temps, un peu plus tard que sur console, mais légèrement, ça va un peu se jouer en même temps. C'est aussi l'arrivée du CD-ROM, hein. Et puis des bécanes qui deviennent de plus en plus puissantes. Donc, accessibilité en termes de tarifs, la production des CD-ROM devient de moins en moins chère. Merci le CD audio. Exactement. Et puis surtout, les OS aussi viennent beaucoup plus accessibles qu'à l'époque où tu devais rentrer des lignes de commande pour lancer tes jeux. Et... Donc voilà. Donc sur PC, en fait, c'est assez intéressant dans le sens où, hop, tu as une production qui explose de 95 à 96. Et là, c'est vraiment... Ça se voit, quoi. Enfin, quand tu prends la liste des titres FMV qui sont sortis, peu importe qu'elles viennent n'importe quelle source, 95 et 96, il y a une explosion de FMV. Avec des gameplays différents, pas forcément du QTE, mais tu as aussi du point and click, tu as du jeu d'aventure, de l'énigme. Des fois, il y a des phases vraiment de jeu pur, pixelisé, enfin vraiment de jeux qui s'incrémentent. Par exemple, je pense à Phantasmagoria, Ouais. qui s'incrémentent de séquences vidéo qui vont rythmer le jeu vraiment lui-même. Et voilà, donc Phantasmagoria 95, et j'ai rajouté Toonstruck 96. Ah oui. Qui pour moi, enfin à mon goût, est le meilleur FMV auquel j'ai joué. Avec la participation de Christopher Lloyd, c'est pas rien quand même. Doc dans Retour vers le futur. Et pour la version française en plus, les doubleurs d'origine, et notamment celui de Marty. Dont Ouais, je pense... il y a Luc Hamet, Voilà. du coup il y a Pierre Attet qui fait Christopher Lloyd et Luc Hamet qui fait Flux. c'est un petit personnage qui nous accompagne pendant tout le truc et donc du coup on retrouve la relation Doc et Marty pendant tout le jeu quoi, puisque c'est sauf Luc Hamet ouais. il part plus dans les aigus mais Ouais, c'est ça, ouais. Et qui fait aussi Roger Rabbit du coup c'est pareil de nouveau. Exact. Toujours. Donc voilà, bon, un jeu avec un humour un peu, on va dire, grinçant, avec des références qui sont pas à mettre dans toutes les mains. Bah il y a Micheline Dax en vache sadomaso. Voilà, entre autres. Alors, avec une bonne énigme en plus, hein. Enfin, franchement, un petit twist de fin, une histoire qui tient la route, une production, franchement, enfin, y a rien à dire, hein. Ouais, puis la Un petit effet Roger Rabbit en plus. Et la VF est impeccable, mais c'était Virgin Interactive au moment où ils faisaient vraiment des purs jeux, puisqu'ils éditaient, je crois, la plupart des jeux Westwood à ce moment-là. Donc il y avait Alerte Rouge, pareil, qui est en FMV aussi, hein, toutes les cinématiques et tout ça. Et c'est la grande époque, le machin. Mais le jeu n'a pas marché du tout, Toonstruck. Non, il s'est pas beaucoup vendu, hein, ce qui est bien dommage. Après, il y avait aussi une catégorie de jeux sur les FMV, généralement sur PC, qui s'adressait à une catégorie de joueurs, on va dire 16 ans et plus. Et Phantasmagoria en fait partie, par exemple. Ouais, mais Il y avait vraiment une cible en termes de marketing qui était plus adulte. ouais. Ouais. Enfin, Bah, ado plus. Voilà. Non, mais quand tu joues tu vois des jeux comme sur CDI Voyeur, par Exactement. exemple, Je pensais à ça. c'est clairement pour adultes. Et Phantasmagoria qui a donné naissance à une suite merveilleuse que je vous déconseille absolument. Qui mais soporifique à souhait, quoi. Bah, c'est le gros problème justement comme c'est des productions, souvent c'est des productions chères, mais après c'est parti dans des productions cheapos avec des acteurs ringards, parce que dans de FMV t'as comme des bons acteurs, des fois t'as du Mark Hamill, on parlait de Christopher Lloyd, des trucs comme ça, mais après c'est aussi parti dans le truc ringard de nouveau à la Night Trap avec des acteurs un peu débiles, enfin un peu nazes quoi. Ouais. Et Mais je pense que, comme tu as dit, il y a le stockage, la puissance de calcul qui donc est plus accessible à partir du milieu des années 90, mais il y a aussi le fait de produire de la vidéo qui devient moins cher. Voilà. Et donc les gens ils se disent les jeux vidéo c'est en pleine expansion, moi j'ai pas envie de me faire chier à engager des programmeurs, des graphistes et tout ça pour faire des jeux vidéo, c'est compliqué tout ça, c'est encore un peu expérimental, enfin embryonnaire, c'est pas nous on sait faire des vidéos, on prend une caméra, on fait des vidéos, on fait un jeu vidéo. Voilà, c'est ça la logique. Sauf qu'en fait, faire un jeu vidéo, c'est pas aussi simple que ça. Non, puis du coup, c'est ça, c'est remettre du cul, du gore, et puis on va faire vendre quoi avec.
avec des nanas en petite, ce qu'on disait tout à l'heure, des nanas en petite tenue, des zombies, des machins, et puis les gens on s'en fout de la qualité du jeu, quoi. Les gens ils vont acheter parce qu'il y a des meufs à poil et puis voilà, quoi. Mais en fait, il y a entre autres, quelque part. Le jeu vidéo a ce défaut-là, c'est que la première chose qu'on voit en regardant un jeu vidéo, c'est les graphismes. Et beaucoup de personnes... C'était plus valable à l'époque qu'aujourd'hui. Même aujourd'hui... Ça continue. Ça toujours. Sincèrement, ça diminue. Mais en fait, ça continuera jusqu'au moment où on arrivera au photoréalisme. C'est-à-dire que la plupart... Les gens qui ne sont pas des spécialistes du jeu vidéo, ils voient un jeu, s'il est beau... ils l'achètent. Et globalement, les gens à l'époque se disent avec le FMV, si on fait des choses qui ressemblent à des vidéos, c'est-à-dire des trucs photoréalistes pour l'époque, en fait, ça va les inciter à acheter le jeu, tout simplement. Oui, parce que c'est joli, et enfin c'est du photoréalisme puisque ce sont des vrais acteurs et des choses comme ça, donc du coup ça. Sauf que tu as la qualité qui ne suit pas, mais t'en as des biens. Bien sûr. Under Killing Moon qui est vraiment exceptionnel. Même le... Il y a une suite qui est sortie récemment. Oui, elle est très bien. Bon, j'ai arrêté d'y jouer parce qu'il y a une araignée à un moment et du coup je peux pas. D'accord. Mais la suite est vraiment cool et il y a pas mal de bons acteurs aussi dedans, notamment le mec qui jouait le cuisinier nazi dans Seinfeld. Pour ceux qui connaissent Seinfeld, c'est un épisode culte. Mais voilà, il y a vraiment des bons acteurs aussi dedans et il y a une bonne production. Ils l'ont kickstarté. Le Kickstarter a eu son argent rapidement. Donc c'est qu'il y a toujours une demande pour ce genre de jeu. Il y a des fans. Donc. Il y a même eu le film de Dragon Slayer qui a été kickstarté. J'ai participé, donc, c'est pas le film. Pas étonné. C'est pas le film qui a été kickstarté, c'est la présentation. Là, on a donné notre argent pour une présentation vidéo, quoi. Donc. D'accord. Mais c'est Don't Blue, et voilà, j'avais envie de donner mon argent à quelqu'un qui m'a fait rêver quand j'étais. Et on voudrait bien revoir quelque chose de lui. Oui, voilà, c'est surtout pour ça. C'est exactement ça. Je me dis, s'il pouvait nous sortir un nouveau dessin animé, comme à l'époque, ça serait. Voilà. Enfin, moi, je suis un peu nostalgique quand même de l'époque de Dragon Slayer, de Taram et le chaudron magique et tout ça. Enfin, du dragon du lac de feu. Enfin, même si c'est pas du dessin animé là. Ouais. Enfin, moi, cette époque-là où c'était. Enfin. J'ai vraiment aimé. C'est pour ça que le jeu Dragon Slayer était impressionnant aussi, c'est parce que c'était de autre chose que Disney en plus, et il y avait le buzz de Don Bluth qui était derrière, quoi. Mais même avec ça, ils ont galéré parce que Dragon Slayer 2, moi je voyais, il en parlait tout le temps, et finalement il est sorti en 91. Alors qu'en 83, il devait le faire le 2 déjà l'année suivante. Oui, bien sûr. Et du coup, je vais faire juste une petite parenthèse, ça me fait penser à ça. On n'a entendu que toi. Tout à fait, ça fait un petit moment que je me taisais. Mais c'est vrai que par rapport au fait d'avoir, comme tu disais, des jeux vidéo qui ressemblent à du dessin animé, qui sont du dessin animé comme Dragon Slayer. Et moi, le seul jeu qui m'est marqué ces dernières années, il n'est pas encore sorti, c'est Cuphead Don't Deal with the sur Xbox One, parce que là, on joue vraiment un jeu vidéo, mais là, pour le coup, on joue vraiment le personnage, enfin, dessin animé, pardon. On joue vraiment le personnage, et là, c'est la première fois où vraiment on est dans le dessin animé. Oui. Et c'est très perturbant. T'avais le cel shading aussi, plusieurs générations. Jet Radio qui était déjà, on était. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Cuphead, j'ai fait. Ouais, ça y est, ils l'ont fait. C'est ça, ouais. Parce que c'est pas une vidéo, c'est du truc calculé et ça simule un dessin animé. Et tu le joues, ton dessin animé. Et le jeu vidéo est une technologie qui permet de simuler n'importe quoi. Donc j'étais là depuis des années, mais pourquoi on a tout le temps les mêmes genres de graphismes? Pourquoi les gens n'essayent pas d'innover? Et ça, c'est génial de revenir en arrière, de se faire un dessin animé des années 40 en jeu vidéo. Ceci dit, Doug, quand tu joues à Stick of Truth de South Park, tu joues aussi le dessin animé. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut en termes d'animation, quoi. Mais après, voilà. Après, Cuphead, pour l'avoir essayé, il est pas très bien. Oui. Non, ne casse pas mon rêve. En fait, moi, désolé, mais j'ai essayé la version où en fait il y a que des boss fait à battre les uns après les autres, mais apparemment la version finale, elle va être ils vont essayer de faire des niveaux. On avait été à Paris Games Week, il y avait justement les passages en plateforme et c'est super mou, quoi. D'accord. Mais après les passages de boss doivent être exceptionnels, mais du coup ils ont mis de la plateforme et c'est super mou, quoi. D'accord. Donc Ok, vous avez des questions éventuellement? Vous voulez intervenir, partager un peu votre expérience aussi? Il y a Toja Mahal qui revient aussi le 4 là, et c'est du graphisme aussi, dessin animé sans le besoin du FMV, quoi. Cool. Peut-être le dernier slide. Il y a quelques titres. Okay. Quelques titres pour ceux qui connaissent. Alors pour les pervers, il y a Virtual View et Motion Gravure sur PS2. Attends, je vais noter. Ouais, voilà. Qui prennent des idoles, des idoles japonaises, c'est des jeunes filles avec beaucoup de talent physique. Voilà, et ça permet de contrôler la vidéo comme si on était un photographe et qu'on tournait autour d'elle pour prendre des photos.
Donc le but, c'est de prendre la meilleure photo. Donc ça veut dire que dans la vidéo, il y a hard-codé un moment qui est défini comme la meilleure photo, et toi, il faut que tu le trouves et que tu Mais prennes je crois la qu'il a eu photo au 10 moment. sur 10 dans Pervers Magazine. Hein. C'est vrai ? Ouais, Ok. apparemment en tout cas. Voilà. Et voilà, ça c'est une utilisation de FMV d'une autre manière, en tout cas. Il y a Railfan qui est, comme son nom l'indique, simulateur de train japonais, mais non pas comme Densha Dego avec de la 3D calculée, mais avec des vraies vidéos qui ont été prises de tout le chemin que font les trains japonais. Et en fait, il y a le contrôle de la vitesse de la vidéo, c'est assez impressionnant, comme si on conduisait vraiment le train. Voilà, The Act est assez intéressant parce que c'est un jeu d'arcade qui n'est pas sorti. Ils voulaient le sortir ils voulaient relancer le FMV en arcade. C'est un jeu plutôt pour adultes et finalement ils ont fait une version PC mobile. C'est du dessin animé celui-là. Oui, c'est du dessin celui-là, animé. je le Ouais. vois, ouais, il est sorti sur Un mobile. peu comme ça ressemble de loin au jeu de Sierra avec Larry Suite Les heures suite l'arrivée, je vois exactement. Voilà, mais en dessin animé. Ouais, je vois le. C'est je exactement vois le la jeu. même. T'as de la drague, tu vois, et t'as des mouvements à faire. T'as des ensembles de QTE Notez. très QTE très complexes, voilà, dans le jeu, et c'est assez marrant. Et Horror Story, qui est un jeu Qui est très cool. d'enquête, qui est entièrement en vidéo aussi, Ouais. qui est très sympa, qui est très récent. En plus, c'est un jeu indé. Donc, il y a quand même le genre parvient à survivre en fait. Il y a pas mal. J'avais lu justement les interviews des types qui faisaient Air Story, et en fait il y a pas mal de le FMV. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté brut de la vidéo aussi. Et quelque chose comme Air Story, c'est en fait on est, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais en gros il y a une enquête et il y a une femme qui a témoigné sur des vidéos, et du coup on est dans le laboratoire des flics, et on doit avec écouter son témoignage, et avec des mots-clés ensuite déclencher d'autres témoignages, et on fait notre enquête dessus en remontant donc dans une vidéo qui est dans quelque chose qui a été brut et qui a été fait. Donc il y a ce côté très Très sixième piste. ouais, et puis il y a un côté que tu as vraiment l'impression de faire une enquête quoi, sur un vieux truc, et c'est vraiment intéressant. Et tu as pas mal justement de programmeurs qui s'intéressent au FMV justement pour ce côté brut et réel, pour le principe de contrôler, de voir des vieilles vidéos, de voir ce genre de choses, qui est vraiment très intéressant. Quoi. Ouais, justement, la sixième piste qui. C'est un chef-d'œuvre, on peut le dire. C'est un nanar. Allez voir sur Ouais, internet ce que c'est. franchement, vous il allez est en vous régaler. téléchargement sur Abandonware. Faites-vous plaisir. En plus, il y a David Soul qui joue dedans. Non, qui paye ses impôts. Ouais, voilà, Excuse-moi. exactement. Qui est Hutch de Starsky et Hutch. Hein. Ah mais il y en a plein. Et c'est une production française, j'ai l'impression en plus. J'ai Hélas. Il y en a eu. J'ai Et l'impression. c'est juste merveilleux. Ah non, mais merveilleux. Il y a eu l'affaire Morlov aussi qui était comme ça, qui est un truc français aussi, ou le jeu Fort Boyard aussi qui est pas bien. Oui. Ouais. il y a aussi eu un jeu sur les. Comment ça s'appelle ? Bienvenue chez les ch'tis. Ouais, mais ça c'était des mini-jeux. Non, ah, c'était des mini-jeux, d'accord, Mais tu ok. débloquais les Ok. cinématiques du film. par D'accord. contre, ouais. Ouais, parce qu'on a juste checké hier sur le net la liste de jeux FMV, mais en fait, les gens ils ont tendance à mettre tout et n'importe quoi dans FMV. Bah, il y a, Et ça pourrait très bien nous aider à finir la conférence. Ouais, mais il y avait Cliffhanger sur Mega CD où Oui. t'as des Oui. cinématiques du film. La Oui. plupart des jeux, t'as des cinématiques des films Ouais. aussi, et c'est considéré comme du FMV quoi. Le Roi Lion. Ouais, le Roi Lion par exemple. Il y a le jeu. Ouais, les visiteurs sur PC. Ouais. Mais Ouais, voilà, bah, le alors film aussi. FMV, technologie ou genre de jeu, c'est quand même ça le. c'est technologie Ouais. hein, Ouais. finalement. C'est pas un gameplay parce que finalement tu le maries avec d'autres gameplays qui existent déjà. C'est une forme d'expression finalement. Comme certains, par exemple sur la Vectrex, tu vas avoir une façon de dessiner sur ton écran. Bah, finalement, le FMV, ça va être la même chose, mais avec de la cinématique. Mais moi, ce que je me rappelle de cette époque, à chaque fois, j'essaye de me remettre dans l'époque. Le fait d'avoir des intros dans les jeux, des génériques et tout ça, c'est super impressionnant, quoi. Tu te dis, oh putain, il y a du budget derrière. C'est immersif. Mais les intermèdes, si on prend les débuts du jeu d'arcade avec Pac-Man, quand il y a des intermèdes entre les niveaux, ça donne un background, ça donne une profondeur au personnage. Ça, c'est vraiment ce qui permet en fait de transmettre quelque chose qui n'est pas facilement transmissible par le gameplay. Et les premières vidéos dans le jeu, des cinématiques qui ne sont pas des vidéos d'intro ou de fin, et qui étaient des intermèdes avec des séquences filmées en FMV, c'est surtout
parce que les auteurs, ils avaient ce besoin en fait de transmettre quelque chose qu'ils ne pouvaient pas transmettre par le gameplay. Par exemple, expliquer que le personnage est triste parce que quelque chose s'est passé dans sa vie, donc on met une petite cinématique au lieu de l'expliquer par le gameplay. Sauf que comme c'est des mauvais acteurs, à chaque fois, ça... Oui, sauf Ouais. s'ils sont mauvais et que ça détruit le Ils ont jeu. fait pareil avec le dernier Need for Speed aussi, vous avez mis des acteurs et en fait, Oui. et du coup, ça rend mais vraiment nul, quoi, parce qu'ils jouent tellement mal. Et en fait, t'as juste envie de les dégager et de jouer au jeu, quoi. Ça fait très Boss Magazine. Oui, et puis Ouais. nous qui sommes français et qui des fois nous avions le droit à des jeux doublés avec des doublages Ouais. catastrophiques, ça Ouais. tuait le jeu. C'est Ouais, déjà Bah, que l'originalité pas terrible. c'est vrai que- Gabriel Knight 2, qui est un très bon jeu pourtant, hein, qui est un jeu en FMV, le doublage français, c'est une horreur, vraiment. Non, il en devient merveilleux, je pense. Oui, parce que t'as même des séquences des fois où le mec. T'entends il se- derrière en background. Oui, des- t'entends ouais. t'entends le mec qui se trompe et il dit je vais recommencer, quoi. Ouais, dans ouais. certaines. Ouais, carrément, ouais. Oh non, mais là, j'ai oublié mon texte, ou je sais plus, un truc Non, comme je ça. l'ai mal fait, on va la refaire. Ouais, on va la refaire, ouais. Là, je suis en train de te voir et. Et le gars est jamais juste. Hein. C'est Non. comme ça que je l'ai trouvé. Ouais, et pourtant, c'est les Vraiment mêmes doubleurs impressionnant, que- à vraiment à voir. Hein. Et c'est la même équipe de comédiens que Last Express. Last Express qui est très bien doublé et du coup, je pense que c'est juste une direction d'acteur qui était mauvaise, quoi. j'ai l'impression qu'ils en avaient un peu rien à battre. Aussi, ouais. du- Et c'est con parce que le jeu est cool, hein. C'est Dommage. Voilà. Merci beaucoup Bon. d'être venu. Ah, vas-y, je t'en il y a prie, des si questions. tu as une question. Captain Power. Captain Power, Power. ouais. Justement. Avec un vaisseau, tu tirais sur l'écran. Ouais. Oh, Sabre Rider. Bah, tu diriges pas la vidéo en fait. Bah, oui, mais c'est justement le. Mais Tout Oui, à fait. mais c'est ça, et comme Macri, c'est du FMV, mais justement, le principe de l'Action Max, c'était comme si tu mettais un épisode de Captain Power et que tu tirais avec ton flingue, quoi. C'était exactement pareil. Je crois que Ça comptabilisait sur je la crois que machine, hein. ça comptabilisait C'est ça. sur le truc, mais il me semble Pas que. sur à l'écran. l'écran, il se passait T'avais pas rien, de, en fait. Ouais, t'avais- ouais, t'avais et pas puis- de Pas d'affichage réaction sur sur l'écran en fait. Puis il me semble. Parce que c'était une série, ça passait à la télé. Ouais, carrément. et il me semble que tu pouvais tricher facilement. La question est très intéressante, moi je trouve, parce que la technologie du jeu vidéo, on considère que c'est du 100% numérique. Et là, on a un gros mélange en fait entre l'analogique, comme si on avait deux technologies en fait branchées l'une sur l'autre, qui est intéressante. C'est à quel moment, à partir de combien de pourcentage la technologie en fait définit le média. Moi, je trouve que c'est une question super intéressante parce que ne serait-ce que quand on définit le jeu vidéo, il y a énormément de gens qui sont opposés, enfin qui ont des définitions opposées du jeu vidéo. Qui, par exemple, moi, une définition qui m'hallucinait, c'était dans les années au début des années 90. On disait si un jeu vidéo, c'est un jeu qui est sur une technologie qui produit un signal vidéo normé. Or, aujourd'hui, par exemple, quand on lance un jeu sur un écran LCD, eh ben, le signal vidéo, il n'est pas normé. Donc, c'est plus du jeu vidéo, d'après cette définition. C'est vraiment très intéressant en fait, de définir ce que c'est vraiment le jeu vidéo et les technologies qui s'y rapportent. Mais je pense que si tu as une machine qui est capable de prendre ton interaction et de modifier quelque chose en fait, dans le jeu, de le modifier, après, c'est une question de choix technologique. Mais je pense qu'il vaut mieux mettre trop de choses dans le jeu vidéo que d'essayer de le réduire à... Alors je sais pas si tu te souviens, il y avait un jeu de plateau qui se jouait avec une VHS. Est-ce que ça tu peux considérer du coup que... Alors, c'était un jeu... est-ce que tu peux C'était me un le jeu de plateau. Jeu de plateau, ouais. Ouais, D'accord. t'avais Rat Attack, Atmosphère. Atmosphère Oui, aussi, Ah, j'ai- Cluedo, t'avais aussi. En Ouais, ils fait, l'ont c'est fait un, après, jeu, ouais. c'est un Ouais. jeu où à des moments, quand on jouait aux jeux de société, il demandait de démarrer certaines vidéos. Ouais, à C'est ça. certains endroits, ouais. Non, pour... Non, pour moi, c'est un jeu tangible, c'est pas un jeu vidéo. Pour moi, personnellement. Parce qu'il y a un support externe. Attends, c'est un jeu et une vidéo. C'est un... Ah. ouais, voilà. C'est un jeu, en fait, de société qui utilise une vidéo à des points bien précis. Donc Rob, c'est pas un jeu vidéo sur Nintendo. Si, parce qu'il y a une partie jeu vidéo et il y a une partie tangible. Et puis Rob, t'enlèves Rob, ça change Ouais, on rien, est tu peux d'accord. jouer au jeu. Puis pour Atmosphère, la seule différence, Atmosphère, c'est que t'as pas t'enlèves une le manette plateau, tu regardes ta VHS, ça c'est Bah, c'est qu'à part C'est les plus un boutons jeu, de ton c'est lecteur, plus un t'as jeu. pas une manette, c'est peut-être la seule différence, mais c'est vrai que la question est quand même intéressante.
Oui, mais par exemple, parce que quand on dit un jeu FMV, on pense tout de suite à des jeux interactifs et des jeux avec des QTE, mais du coup, Beyond Two Souls, techniquement, ça pourrait être du FMV en fait, Ouais, en c'est matière vrai. de jeu. Alors que c'est de la 3D, mais c'est des vidéos finalement. Tout à fait. Tout à Voilà. fait, ouais. Une autre question peut-être, je sais pas. Non. Bon, cette fois c'est la bonne. Hein. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais il y en a. Moi, je juste conseillé des jeux. Vas-y, je t'en prie, Under vas-y. Killing Moon, si vous pouvez y jouer. C'est Toonstruck, bon, ça. on en a parlé. Même le dernier Tesla Effect, qui est vraiment vraiment cool avec une intro. Enfin, vraiment, il est magnifique, quoi. Et ouais, Her Story. Et puis certains qu'on n'a pas cités, Seven Quest, qui est super aussi. Bon, après, pareil, le jeu d'acteur est pas génial, mais c'est des enquêtes, quoi. Enfin, c'est des énigmes, mais c'est super cool. C'est un professeur Layton, quoi, avec des fantômes. Bah, à la limite, je dirais, ouais, quand le jeu était comme Toonstruck par exemple, qui est exemple typique, je pense quand il utilise intelligemment cette technologie-là Complètement, ouais. et qu'elle sert le propos, Ouais. là ça peut devenir vraiment génial. Puis c'est immersif, quoi. Vraiment Mais immersif. la plupart le faisaient pas forcément pour les bonnes raisons, et c'est ce qui a un peu pourri le truc finalement. C'est quand on se dit, ça va être plus facile à faire que de se faire chier avec des polygones. Et en même temps, ils en vendent un peu plus parce que visuellement, ça va claquer. Ils vont voir des vrais acteurs. Les gens, ils vont être comme des fous. Sauf que c'était pas forcément des gens qui venaient historiquement du jeu vidéo et qui faisaient ça. Et du coup, ça donnait un programme qui était pas forcément jouable, qui était pas intéressant. Quand on voit la 6ème liste, c'est juste soporifique à souhait, Oui, quoi. On C'est dirait un génial. pilote de Navarro sans Navarro Ah, mais élimulé, c'est quoi. génial. C'est catastrophique, C'est ce génial. truc. Et le jeu d'acteur est à côté de la plaque. Enfin, faut même pas en faire une sitcom AB. C'est... Par contre, pour rigoler, c'est parfait. Là, vous On a tapez bien des rigolé barres de hier, rire. hein, on s'est lancé quelques Alors quelques moi je voudrais extraits. finir par une réflexion parce que le terme full motion vidéo, c'est-à-dire une vidéo plein écran, c'est qu'il y a un terme très technique, c'est le full motion vidéo, c'était un peu comme à l'époque où il n'y avait pas de carte 3D, c'est en fait une étape technique à atteindre. Oui, le terme est très dans cette orientation-là, c'est la frontière. Quand on arrivera à faire ça, c'est cool. Et on a du dessin animé. On a de la vidéo filmée avec acteurs réels, mais on a aussi des jeux qui vont utiliser des séquences précalculées. En 3D, quand on ne pouvait pas faire de la belle 3D en temps réel, on précalculait le 3D comme si on faisait un dessin animé, sur un silicone graphique la plupart du temps, et on l'utilisait dans le jeu. Ça aussi, ça peut être du FMV. Et pour finir, il y avait une technologie qu'avait développée Apple qui s'appelait le QuickTime VR. Ah oui. Voilà, qui a été aussi utilisé dans pas mal de jeux. Si on prend des jeux comme Versailles et compagnie ou des jeux Cryo, Tous les jeux, en fait, tous les jeux c'est Cryo, ouais. une vidéo qui permet en fait de simuler un espace et de tourner dedans, comme s'il était en 3D, mais c'est pas de la vraie 3D. Ça aussi, c'est quelque chose qui a marqué son temps. Moi, à l'époque. j'avais un jeu où tu te baladais dans Paris comme ça. Voilà. Tu cliquais et en fait, t'avais. Et c'est un peu alors ce qui est assez le Louvre intéressant. d'ailleurs aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez cette technologie accessible et beaucoup de monde s'en sert quand vous allez sur Google Maps et vous regardez les rues pour savoir où vous allez aller en avance. C'est exact, c'est le jeu vidéo qui l'a inventé, cette technologie, à l'époque. C'est dans le jeu vidéo qui était utilisé en premier dans le grand public. Ouais. D'accord. Oui, voilà. D'accord, ok. Oh. D'accord. D'accord, et c'est une sorte de jeu dont vous êtes le héros avec des vidéos, c'est ça? D'accord. Ok. Ouais, c'est cette possibilité de faire du jeu vidéo avec de la vidéo par embranchement, en fait, c'est vraiment ça. C'est en fait la transposition en fait du gameplay d'un livre dont vous êtes le héros, mais au lieu d'avoir le média écrit, on a le média vidéo à la place et on choisit les embranchements et les choix. Et c'est vraiment très, très proche. La première fois qu'il y avait eu ça, c'était dans une exposition universelle dans les années 60 où justement il y avait un film, Oui, oui. je sais plus, tchèque,
Et tu pouvais choisir en fait à chaque fois, le public choisissait en fait à chaque fin d'embranchement. Et Canal Plus avait essayé aussi, tiens, je me souviens de tout ça. à fait. Et tu pouvais choisir en fait à chaque embranchement le truc, sauf que ça finissait toujours mal parce que c'était un film pour montrer que la vie ça finit mal. Mais au moins voilà, ils avaient tenté ça. Mais c'est vrai que maintenant je me souviens, Canal Plus avait tenté ça aussi. Avec t'appelais un numéro puis ça changeait avec Jean-Yves Lafesse. C'était un truc avec. Ouais, je me souviens qu'ils avaient tenté ça. Ouais. Bah, c'était pour la nuit du jeu vidéo, je crois, il me semble, il y a quelques temps. C'est vrai. Il me semble qu'ils avaient fait Je ça. me rappelle pas. Il faudrait que je fasse une recherche là sur le coup. Ils avaient sorti, Mais, ils avaient fait un film de cul après la nuit. Non mais pareil. Ok. Pareil, c'était aussi interactif et les gens, plus il y avait de votants, plus ils choisissaient le truc. Mais je pense que c'était bidon. Mais... Tu choisissais entre la brune, la blonde. Mais c'était exactement ça. Mais du coup, ouais, je me souviens de ça. Ok. Ouais, on en revient toujours pareil. Hein, c'est le plus vendeur, donc Ah, ça. malheureusement. Voilà, ben, merci beaucoup. Voilà. Merci.